Maintenant, la situation au Proche-Orient, elle est tout aussi chaotique. Alors n'oublions pas cette idée fondamentale, qui est mon idée, que l'Ukraine, la guerre s'est rallumée, et les fronts proche-orientaux d'Irak, de Syrie, du Yémen, forment en fait un front commun d'une seule et unique guerre. Alors on pourrait croire que les choses sont loin, n'ont aucun rapport. Si, quand les Américains calent un certain, je crois que c'était un certain 31 août, quand ils décident, en laissant tomber M. Hollande comme une vieille bouse, que M. Hollande qui faisait chauffer le moteur de ses avions, qui était prêt à les frapper, mais M. Obama juge qu'il n'a pas le soutien du Congrès, M. Cameron ne l'a pas obtenu non plus de la part du Parlement britannique, mais en fait il y a eu un coup de semonce russe et ce sont des considérations géostratégique véritablement. Il y a un cordon sanitaire de la flotte russe devant les côtes syriennes qui vont dissuader M. Obama de se lancer dans une aventure aussi risquée. Or, comme par hasard, quelques semaines plus tard va démarrer l'affaire du Maïdan, et puis avec les conséquences que l'on sait. L'Ukraine est une sorte de contre-feu. On enfonce un coin, on essaye d'enfoncer un coin dans le flanc de l'ours du géant russe, et cela n'a pas mal marché, puisque aujourd'hui, surtout l'Europe orientale montre une inquiétude profonde et que le danger est sans cesse croissant. Tous les hommes politiques responsables, du pape, du Saint-Père, même le vieux patriarche M. Le Pen, et combien d'experts américains n'hésitent plus aujourd'hui à parler de risque de guerre et de risque de guerre mondiale. On sait qu'il y a une poussée constante de l'État islamique, alias Daesh, qui prend des positions depuis que ce verrou stratégique de Palmyre est tombé. Personne ne pose jamais la question de savoir qui vend des armes, qui vend des munitions, qui approvisionne en équipement, en matériel l'État islamique. On sait que M. Erdogan approvisionne tout à fait officieusement Daesh, les maquis du Nord, notamment en Irak. Des camions ont été interceptés. Les officiers de renseignement qui ont intercepté ces camions ont été immédiatement déférés devant des tribunaux de guerre pour trahison. Mais le scandale était tel que finalement les choses sont devenues tout à fait publiques. Donc publiquement, mais on attend que Washington, qui est quand même le patron de l'OTAN, que Washington dénonce ces menées tout à fait étranges, extraordinaires. Mais là aussi, nous sommes dans une sorte d'imbroglio, de sac de nœuds, comme on dit en français moderne, où il est très difficile, où une chatte ne reconnaîtrait pas ses petits, ne retrouverait pas ses petits. Donc la situation se dégrade, elle est extrêmement grave, notamment avec le Yémen, dont on parle très peu, trop peu, mais on fait des sujets entiers sur la question de l'euthanasie, c'est-à-dire la question sociétale, et on laisse de côté cette montée des périls qui risque bien, dans les quelques mois qui viennent, risque de déboucher sur un embrasement, et je pense que cet embrasement, les Français, ça sera un réveil extrêmement dur pour les jeunes Français notamment, qui seront peut-être appelés sous le drapeau, puisqu'il faut le rappeler, le service militaire national n'a pas été abrogé, il est simplement suspendu. Il y a des rumeurs, autrefois on disait des bruits de bottes, mais ces bruits de bottes, c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus. Donc regain de tension à tout niveau, de folles rumeurs circulent. On a dit que M. Kerry, qui s'est tordu une cheville ou cassé une jambe en faisant du vélo en France, ou à la frontière française, au moment où il y avait ce sommet mondial de lutte, soi-disant de lutte contre l'État islamique au Levant, soit dit en passant, le président irakien a bien dit que, en fait, on ne faisait pas ce que l'on voulait et que tout cela était du bidon. Sans doute a-t-il raison, puisque la main droite ignore ce que fait la main gauche et réciproquement, et ce que fait la CIA va à contresens, la CIA et annexe, va à contresens de ce que pourrait dire ou vouloir ou souhaiter la Maison-Blanche, voilà, qui est de plus en plus isolée, vous le savez, en raison de la position minoritaire au sein du Congrès. L'Ukraine est un foyer de troubles considérable. La Crimée est restée en travers du gosier
côté des européistes, des Américains qui ne veulent pas en démordre. La situation en Ukraine même est terrible. L'État est en quasi-faillite, c'est bien plus grave qu'en Grèce, malgré les aides internationales, malgré les armes qui arrivent, malgré les conseillers américains qui ne sont que des conseillers, mais qui sont quand même des conseillers armés. Le président Poroshenko est de plus en plus lui aussi isolé, mais c'est un jusqu'au boutiste. Et cet homme est dangereux, et cet homme est toujours soutenu. On dit qu'il y aurait eu non pas rappel des réservistes, mais ni mobilisation des réservistes en Finlande, mais identification pour 900 000 réservistes, ce qui n'a jamais été fait depuis, j'imagine, des décennies et des décennies. Je ne connais pas la date exacte du dernier rappel des réservistes. L'armée finlandaise, c'est peu de choses, mais ce sont des gens extrêmement combatifs qui l'ont prouvé face à la Russie soviétique. C'est 19 000 hommes en armes, mobilisables peut-être dans des délais assez courts, mais surtout avec la réserve, c'est une armée potentielle de plus de 300 000 hommes, 300 à 350 000 hommes. Donc cela compte, et je pense que c'est un élément tout à fait significatif et une alarme, une alerte, que la petite Finlande croit bon aujourd'hui de battre le rappel de ses réservistes. Je ne vais pas évoquer longuement le Yémen, les bombardements devaient cesser, il devait y avoir des trêves humanitaires qui n'ont pas eu lieu. On utilise, et là aussi, chapitre des rumeurs, des armes terribles, puisqu'on a même parlé d'usage d'une arme à neutrons. C'est une arme inventée aux États-Unis, développée aussi bien en France d'ailleurs, qui n'a pas d'effet de souffle, pas d'effet thermique, mais un effet à rayonnement intensif qui ne détruit pas les matériels, mais tue tout ce qui est organique et vivant. Donc on a parlé de l'utilisation, qui aurait été un test, une arme prêtée ou utilisée directement d'ailleurs par l'armée israélienne avec des appareils, des F-16 maquillés. Alors les super experts regardent ce que peuvent embarquer les F-15 dont dispose l'armée saoudienne qui conduit cette guerre atroce. Et quoi de mieux que ces pays du tiers-monde où la presse ne peut pas être présente, où il n'y a pas de témoins que pour tester ce type d'armement. Et si on veut les vendre d'ailleurs, les exporter, vous savez comme moi que les grandes nations occidentalistes sont de magnifiques exportateurs d'armes devant l'éternel. Je ne sais pas de quel éternel il s'agit, bien entendu. Et ces rumeurs qui alimentent aussi cette psychose, cette montée, cette anxiété qu'on sent se développer chez des gens à l'esprit tout à fait rassis ou tout à fait conformistes. Nous sommes à l'heure de tous les dangers. Et des experts, tant financiers, notamment des Américains, tant financiers que militaires, disent que les risques de guerre vont croître au cours du mois de juin, puis du mois de juillet, pour culminer au mois d'août. Donc nous serions au bord d'un conflit. Alors, rassurons-nous, les soviétiques, les Russes, ont des moyens de contrer certaines frappes stratégiques ou balistiques américaines. Des moyens, on ne sait pas, là aussi c'est sur le terrain que l'on verra la chose. Il pourrait y avoir effectivement recours à l'arme nucléaire, mais ça ne sera pas une guerre, ça sera une guerre dévastatrice, bien entendu, mais ça ne sera pas une guerre qui va s'étaler sur des semaines, des mois. Normalement, nous ne serons pas en 14, mais en 14, on croyait déjà que la guerre allait durer 3 semaines. Il faut ne jamais l'oublier. Avec des échanges de frappes sur des cibles extrêmement bien choisies, des frappes anti-force ou contre des sites industriels. Chacun teste, et peut-être même par pays tiers interposés. On ne s'affronte pas sur le territoire sanctuarisé de l'un ou de l'autre, mais sur des pays tiers. Pays tiers, c'est peut-être aussi bien la Corée du Nord. On envoie des frappes d'avertissement. Donc toutes les options sont sur la table, comme aurait dit M. Bush, M. Obama. Les options sont sur la table et toutes les hypothèses sont possibles. Maintenant, attendons et nous verrons. Et il y a aussi l'autre question qui est plus géopolitique, machiavélienne, perverse, qui est celle de la volonté de construire, de mettre en place ce choc des civilisations et de désagréger les nations occidentales de la vieille Europe, par la guerre civile globale et généralisée. C'est-à-dire que je me demande si on ne veut pas faire en Europe ce qu'on a fait en Afrique du Nord, dans une grande partie de l'Afrique aussi,
et au Proche-Orient. Je me demande si on ne veut pas généraliser cette guerre civile-là. Trotsky, qui a écrit un traité du terrorisme, c'est pourquoi Trotsky, les partis trotskistes ont pignon sur rue en France, alors que c'est l'apologie permanente du terrorisme, mais également Lénine, qui savait qu'il ne pourrait prendre le pouvoir qu'à l'issue d'une guerre civile et de l'installation d'une terreur. Lénine ne s'en est jamais caché, c'est une théorie, ce sont en fait les théories trotsko-léninistes qui sont appliquées à l'échelle globale. Maintenant, on voit que la question donc, que nous avons abordée, géopolitique, cette volonté de semer le chaos partout, se conjugue au libre-échange généralisé, c'est-à-dire se conjugue à cette vision économique qui... à cette idolâtrie économique qu'on peut qualifier, c'est Roger Garaudy qui l'avait qualifié, qui a dû inventer le terme de monothéisme du marché. Le monothéisme du marché de Roger Garaudy, oui, exactement. Donc cette conception de l'économie, même cette conception du monde qui pousse en réalité les capitaux, les personnes à se déplacer, pas comme bon leur semble, mais comme bon... comme le veulent les membres de l'oligarchie. Donc ces deux conceptions, à la fois géopolitiques et économiques, se rejoignent, car l'une et l'autre s'alimentent l'une et l'autre et vont vers ce chaos généralisé. Le libre-échange global ne contribue pas à l'amour des peuples entre eux, mais justement à une haine. Il jette les peuples. Je parlais les uns de contre désagrégation des peuples, mais il est clair que les oligarchies se nourrissent de la composition des nations et que la vermine ne prolifère et ne prospère que sur la charogne des peuples qu'ils ont fait périr. Le parasite tue toujours son hôte. Oui. Et d'ailleurs, pour revenir à cette question morale du bien et du mal, je dirais que le bien, c'est ce qui produit des bons fruits. Hein. C'est la parole évangélique. De la vie, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'amour. On reconnaît un arbre à ses fruits, ça c'est la parole évangélique. Et en islam, nous avons un concept qui rejoint la parole évangélique, parce que ce qu'on appelle en islam le bien et le mal, en arabe c'est al-ma'rouf, c'est-à-dire ce qui est connu, ce qui est visible. Si le mal n'est pas toujours perceptible dans ses causes, il l'est dans ses résultats, dans ses effets. De même que Jésus disait qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors si la guerre en Libye était une bonne chose, on aurait dû en voir des effets positifs. Or, nous savons qu'elle a été une catastrophe, la guerre en Syrie a été une catastrophe. Oui, la guerre, on nous a fait croire qu'il s'agissait d'une guerre civile, mais très rapidement, aujourd'hui, on sait qu'il y a 70 nations qui combattent. Ce n'est non seulement une guerre internationale, sur le modèle de la guerre civile espagnole, mais c'est une guerre globale. Déjà, nous sommes déjà dans un sous-ensemble de la Troisième Guerre mondiale. Exactement. Et d'ailleurs, qui risque de dégénérer, puisqu'on sait que, quels que soient les dénis de la diplomatie russe, des forces se concentrent et qu'en dernier ressort, très récemment, les Russes ont fait savoir qu'ils ne toléreraient aucune atteinte aux forces, notamment aux forces navales prépositionnées, et qu'à ce moment-là, le conflit pourrait dégénérer. Donc là, nous avons une montée en tension, et on peut se demander si ces migrations, je reviens peut-être à nos points de départ, ne sont pas là pour nous faire passer la pilule amère, nous faire désirer à l'opinion publique l'engagement des Européens, des forces de l'OTAN dans cette guerre syrienne. Dans un premier temps, sous Daesh, mais puisque la France se propose de frapper directement en Syrie, mais en fait, sous couvert de frapper Daesh, d'aller frapper Bachar el-Assad. Monsieur Cameron voulait couvrir Damas d'un tapis de bombes il y a un jour ou deux. Quant à Monsieur Hollande, il parle ouvertement, et Monsieur Fabius, ces deux personnages, parlent ouvertement de l'élimination du barbare Assad, et Monsieur Bernard-Henri Lévy, lui, nous fait croire que les 170 000 morts, les 200 000 morts de ce conflit qui a démarré en 2011 seraient entièrement dus au pouvoir loyal, en oubliant que les torts, s'il y en a, sont éminemment partagés, et que les cadavres ne sont pas dus à un régime qui, au contraire, un régime à vocation laïque qui a instauré la paix entre les communautés. Et dans l'ordre, bien sûr, c'était un ordre peut-être un peu rigide, un peu sévère, qui n'était pas parfait. Tout ce
que l'on veut, mais en tout cas, la paix régnait, il n'y avait pas de cadavres, il n'y avait pas de migrants. Tout comme en Irak, l'Irak de Saddam Hussein. La guerre des images, la guerre des mots, la guerre de l'information, puisque la désinformation est une arme le mensonge est une arme de guerre. On nous ment à travers ces images, c'est déjà la guerre en soi. C'est une forme de guerre, mais c'est la forme de guerre nécessaire à préparer la guerre physique, à préparer les esprits et à les asservir. Oui, cette indignation des médias prépare très certainement, je dirais pas une catastrophe, mais à des heures très difficiles. Oui. Ne parlons pas de la conjoncture économique qui, elle aussi, est actuellement cataclysmique. Youssef Indy, merci. Merci à vous, Jean-Michel Vernochet. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.